30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Donc aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Marie qui est extrêmement enceinte. Si mes infos sont bonnes, il me semble que... C'est à peu près ça. C'est ça, oui. Sinon, ça s'expliquait pas très bien. Donc Marie, t'es instit, on dit encore instit ? Professeur des écoles. Professeur des écoles, en plein changement de vie pour plein de raisons. Et tu as eu récemment 32 ? 32 ans la semaine dernière. Oui, en Voilà. effet. Je vais te laisser un peu expliquer ton parcours scolaire et professionnel, et puis on avancera là-dessus. Ok, écoute, donc 32 ans, 32 ans de scolarité sans embûche. Voilà, moi j'ai tout fait un peu dans les clous. Je suis rentrée à 3 ans à l'école, je suis restée 3 ans à l'école maternelle, je suis restée 5 ans à l'école primaire, 4 ans au collège. T'es si 3 ans au mignonne. lycée. Trop fière. Fière, je sais pas. Je sais juste que voilà, j'ai tout fait à peu près dans les lignes. Et puis après, donc je suis partie après le lycée, bac littéraire, je suis partie en licence de lettres anglais parce que je ne savais pas quoi faire, tout simplement. Donc je suis restée dans quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire la littérature. Et je suis partie en Erasmus en 3e année de licence. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après. Tu peux même en parler là, en Grèce, c'est ça ? Je suis partie en Grèce, terminer donc ma licence de lettres anglais. Bon, il y avait plutôt de l'anglais là-bas, mais et puis aussi pour partir. Puis c'était un moment compliqué en Grèce à ce moment-là. Il n'y avait pas des émeutes ou je sais pas quoi ? C'était un moment où il y avait des gros conflits entre l'Allemagne et la Grèce au niveau financier. Et je sais plus exactement, je voudrais pas te dire de bêtises. Exactement non, mais ce qui se passait, mais quelle année ? C'était 2012. Ouais. 2012, et il y avait des émeutes. La Grèce devait de l'argent à l'Allemagne. Bon, ils doivent de l'argent à tout le monde de toute façon. Et refusaient de les Alors les rembourser. Grecs voilà, rendaient c'était un l'argent. peu compliqué. Mais je suis partie quand même. Et c'était trop bien, forcément. Et donc j'ai fini ma licence là-bas, mais clairement, c'est pas ce que je retiens de mon voyage. Et qu'est-ce que tu retiens alors ? Les gens que tu as rencontrés ? L'endroit ? L'endroit et puis le fait de partir. Parce que du coup, c'était la première expérience hors cadre. Même si c'était dans le cadre de ma licence, c'était calé avec l'université. Voilà, c'était pas à l'arrache, mais c'était ma première expérience, on va dire, qui sort du chemin habituel. Et il a fallu que je rentre quand même, au bout d'un moment, après 6 mois et demi. Et là, je me suis inscrite en master pour faire maîtresse d'école. Et c'était vraiment... c'était un choix par défaut parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Étonnant pour une fille de 21 ans. Voilà. Je crois que c'est un peu tout le monde. J'avais eu des idées, j'ai eu des idées quand même toute ma scolarité, mais j'ai eu des idées classiques. Ça tournait autour de l'enseignement, tes idées, ou pas spécialement ? Pas forcément. J'ai eu archéologue, j'ai eu journaliste. Ah, journaliste, ouais. J'ai eu libraire parce que j'avais fait un stage en librairie quand j'étais en licence. Je pense que tu t'en souviens. Oui. Voilà, des choses un peu différentes. Et l'enseignement, je pense que j'ai choisi ça parce que c'est quand même moi qui ai fait le choix, on va pas se mentir. Mais parce qu'on m'a toujours dit « Ah, toi, tu ferais une bonne prof ». Mais c'est quelque chose qui s'est choisi en fin de licence ou c'est vraiment il y a eu un truc de dernière minute Complètement à l'arrache. Quand j'étais en Grèce, il a fallu que je remplisse mon dossier, que je choisisse mon master. Là, j'ai dû choisir entre professeur du secondaire sur une matière ou professeur des écoles. Comme je ne savais pas quelle matière privilégier,
et que j'aimais pas spécialement les adolescents, j'ai choisi professeur des écoles. Et j'avais aussi une connaissance de licence qui faisait ça, et du coup je pense que ça me rassurait un peu d'aller avec quelqu'un que je connaissais. Mais c'était vraiment un choix par défaut, quoi. Je me suis pas sentie portée par ça, et ça me faisait pas rêver. Et t'as réussi à t'impliquer quand même dans tes cours de master Pas du tout. D'accord. Pas du tout, j'ai passé mon master, mais de la même manière que j'ai... Non, ma licence, ça m'a quand même bien plu. Je vais pas dire de bêtises, parce que la licence, ça m'a plu. Le mémoire que j'ai fait en licence, j'ai vraiment trop kiffé. Mais le master, j'allais en cours. Je dessinais sur mes feuilles et je faisais des blagues à mes copains. Et c'était surtout pour ça que j'allais en cours. Ce qui est un peu l'histoire de ma vie. Et tu te rappelles sur quoi était ton mémoire de licence ? Oui, c'était sur les techniques rhétoriques de l'Antiquité au profit de l'enseignement aujourd'hui, enfin au profit de l'enseignement de manière générale. Ok. Et j'ai vraiment fait un gros travail de recherche avec une directrice de mémoire qui était exceptionnelle. Je pense que j'étais presque amoureuse d'elle. Donc ça motive. Ça motive vachement. Et du coup, je me suis vraiment impliquée. Ok. Et c'était très stimulant. Ça allait plus loin que ce qu'on me demandait en licence. C'était vraiment stimulant. Donc ça me plaisait. Le master, c'était pas du tout stimulant. Je m'ennuyais. Et t'arrivais à te pointer à tous les cours quand même ? Oui, parce que j'ai toujours été très, très scolaire dans le comportement. Ok. Moi, sécher les cours, c'est pas quelque chose culturellement. C'était pas quelque culturellement, chose, carrément. Si on considère que la cellule familiale est une culture. Oui, c'est vrai. C'était pas quelque chose que je faisais naturellement. Ok. Il fallait pas faire ça, quoi. C'était vraiment. C'était l'interdit, ouais. J'étais scolaire. Ok. Donc master sans grande conviction. Master sans grande conviction. J'ai quand même eu mon master sans souci. Et CAPES du coup ? Ouais. Pas CAPES. CAPES, c'est pour le secondaire, le concours pour prof des écoles. Il s'appelle le CRPE. C'est à peu près la même chose. Difficile du coup ? Non. Non, t'as pas trouvé ça difficile ? Je l'ai eu. Mais en fait, c'est assez désespérant parce que je l'ai eu... pareil, en étant dans la moyenne, en fait. Je l'ai eu. C'est désolant aujourd'hui quand je regarde les gens qui sont vraiment passionnés par ça et qui veulent y aller et qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai eu du premier coup, pas avec des notes exceptionnelles, hein, mais c'est passé. Ouais, suffisant pour... Parce que je pense que dans l'urgence et face à un jury, peut-être j'arrive à dire exactement ce qu'il faut dire, jusqu'à très récemment. Mais ça, je parlerai après. Donc à ce moment-là, non, ça l'a fait. J'ai eu le concours et puis je me suis retrouvée à 23 ans à temps plein dans une classe de CE1, CE2 à quelques kilomètres d'ici, dans la magnifique ville de Cholet. Ah, je m'en rappelle. Voilà. Juste après une rupture amoureuse. Oui, ça devait être dans ces eaux-là. Non. J'ai d'abord fait mon année de stage à temps plein et après j'ai continué... Et quand tu es en stage comme ça à temps plein, tu touches un salaire de professeur des écoles complet ? Ouais. J'avais un salaire complet. En fait, à cette époque-là, ça a changé juste après ma promo, mais à cette époque, on commençait en Master 2 avec une journée de stage par semaine et on était payé un tiers-temps. D'accord, ah oui, ok. Et d'environ 500 €, 500, 600. Et après, on commençait à temps plein avec un salaire temps plein de professeur des écoles qui était tout à fait correct parce que je devais toucher 1500 € je pense. Oui, ce qui est bien. Ouais. Pour commencer, voilà. Donc avec encore un peu une vie d'étudiante, mais un salaire quand même très de raisonnable. personnes actives, ouais. Voilà, et c'était il y a 10 ans, donc c'était encore tout à fait viable de vivre avec 1500 €. Oui. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai suivi le chemin, j'ai jamais eu de poste fixe. Là, ça aurait pu être ma 9e rentrée cette année, 9e ou 10e, je sais jamais. Et j'ai changé quasiment tous les ans. D'accord. Depuis que j'ai commencé. Ok. Changer d'école, changer de niveau. Mais c'est pas toi qui choisis, ça t'est imposé. Si, en fait, tu fais une liste de demandes et puis tu as des réponses en fonction de ton ancienneté, des choses comme ça. Et après, si, j'ai quand même fait 3 ans d'enseignement dans ce qui s'appelle l'ordinaire. Ça m'a gonflé.
Et du coup, j'ai demandé à rejoindre des classes spécialisées, au début par curiosité. Et puis parce que je m'étais aperçue que les élèves qui m'intéressaient le plus, c'était ceux qui font chier tout le monde en fait. Ouais. Donc j'ai demandé ça, en ayant hyper peur et en dormant pas du tout l'été qui a précédé cette rentrée-là. Et en fait, depuis, je n'en suis jamais revenue. Parce que tu dis dans les classes ordinaires, ça te gonflait. Et c'est quoi? C'est la manière d'enseigner? C'est ce qu'on te demandait? C'est le cadre. Le cadre, ouais. Le cadre, Ok. c'est des classes à 25-30 minimum. C'est un programme, c'est de la pression, c'est très normatif. C'est beaucoup d'attentes administratives et moi je suis zéro en administratif. Ok. Pas de relationnel avec les gamins parce qu'ils sont très nombreux. Et alors que là, dans le spécialisé, alors oui, on a des élèves qui sont déficients, donc c'est pas forcément la même stimulation. Mais par contre, tu prends le temps avec eux, tu les connais et tu fais vraiment un travail humain. Parce que là, ils sont moins nombreux du coup. Ouais, ils sont entre 10 et 12. Ok. Pour une classe normale, c'est combien à peu près? 25, 30. 25 si t'as de la chance. Ça peut aller jusqu'à 30 chez des petits? Ça va jusqu'à 35. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. Voilà. Je sais pas comment c'était quand on était petite. Mais... Quand on était petit, on était à entre 20 et 26 en général. Mais Ah, c'était c'est- déjà pas mal. Ouais. Ok. Voilà. Donc, t'es partie vers les classes spécialisées pour renouer avec ce lien humain en fait. Ouais, C'est et ça. puis pour pouvoir être un petit peu plus hors cadre. Ok. J'avais besoin de faire quelque chose de différent. Ça me convenait pas forcément de faire... Voilà, j'avais besoin. Ça m'attirait. Après, de là à conscientiser pourquoi... Maintenant, je sais que c'est une histoire de cadre et d'attente. Mais à ce moment-là, je savais pas. J'ai fait 3 ans d'ordinaire et là, ça fait 6 ans du coup que je fais du spécialisé. Avec Ok. 2 ans de remplacement au milieu. Ok. Donc, ça te plaît plus que le normal, on va dire. C'est un peu Ouais. étrange. Tu peux ce dire terme. l'ordinaire. Hein, Ordinaire, c'est ça le comme terme ça, exact. Ok. C'est comme ça qu'ils appellent. C'est bon à savoir. Mais du coup, Voilà. tu as quand même changé de plan de vie un petit peu? J'ai changé de plan de vie. Alors, je suis pas dans une optique où je vais partir complètement pour le moment parce que je pense que si on est tout à fait honnête, travailler pour l'éducation nationale, c'est quand même un sacré confort financier et je me souviens de mon frère qui m'avait dit qu'il n'était pas prêt à s'asseoir sur les 16 semaines de congé par an. Et je pense que si on est vraiment honnête, personne n'est C'est prêt à un s'asseoir bon sur argument. ça. Hein. Ouais. On a tous envie d'avoir 8 semaines de congé l'été payées au même tarif que les autres mois. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas de partir complètement, mais il s'agit de faire quelque chose qui fait un peu plus de sens pour moi. Parce que plus j'ai avancé, je pense que à partir de ma 5e année d'enseignement, j'ai commencé à me dire c'est pas possible. Mon travail m'angoisse plus qu'il m'apporte du plaisir, quoi. J'avais pas de joie à me lever le matin, j'avais pas d'entrain, j'avais pas de joie à reprendre après les vacances. Enfin, vraiment, c'était physique. Ouais, c'était devenu plus un poids qu'autre chose. Ouais, c'était un poids, c'était Dans la balance, c'était pas terrible. stressant, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de positifs. Le seul positif que j'y trouvais, c'était le travail en équipe avec les collègues quand ça se passait bien. Ok. Et le fait d'être dans le lien, quoi. De pas travailler toute seule. Mais sinon, non, il n'y avait pas beaucoup de positifs. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai regardé pour faire un master littérature jeunesse, parce que ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que j'aime beaucoup apprendre. Et je pourrais, moi, rester élève toute ma vie, je pense. Être en position d'apprenant? Ouais, vraiment. C'est agréable. Hein. Je pourrais écouter des gens passionnés parler, interagir avec eux, apprendre des choses, faire des travaux de recherche, même être mise au défi, être évaluée sur quelque chose. Enfin, c'est vraiment un truc, être un peu challengé, quoi. Ça me plaît. Que l'enseignement ne t'apporte pas autant, tu veux dire? Ça t'emporte moins d'enseigner? Par exemple, d'acquérir un savoir pour après le redistribuer? Oui, parce qu'en enseignant, moi, je suis juste en posture de celle qui transmet. Ok. Mais on me transmet pas. Enfin, Oui, en fait, il te faudra un équilibre entre voilà. les deux. C'est vrai, Les ok. élèves te transmettent des choses, bien sûr, t'apprends au niveau humain, c'est incroyable. Mais t'apprends beaucoup des enfants. Mais j'ai besoin d'apprendre des adultes.
Il y a ça aussi, c'est que tu travailles avec un public d'enfants et parfois tu te rends compte que c'est pas ce qui te correspond, que tu voudrais dans ta journée avoir un échange un peu plus poussé avec quelqu'un et que le soir tu te dises oh, j'ai des idées plein la tête, faut que je les trie. Ouais, carrément. Là, des fois, ça m'est arrivé de rentrer chez moi et de me dire oh, ils m'ont juste crié dans les oreilles toute la journée et ils ont fait que de se plaindre et j'y arrive pas et vraiment de me sentir oh là là, juste vidée et pas remplie quoi. Ouais. C'est vraiment une image de vase communicant quoi. Oui, t'as besoin d'un stimulé intellectuel c'est ça. Régulier quoi. C'est ça. Par les échanges avec des gens. Et donc là, t'as quand même approché un truc sympa du coup. Donc, entre-temps, il y a 3 ans, ma fille est née. Oui. Ma fille est née. C'est drôle. J'aime beaucoup les jeux de mots. Oui. Et je sais, j'étais là tout le long, hein, voilà. donc. Tu les as subis. Oui. Donc ma fille est née et j'étais à ce moment-là remplaçante, ce qui s'appelle brigade. Oh dans l'éducation nationale. Et j'étais remplaçante, donc je faisais des remplacements à la journée, à la semaine, des choses comme ça. Des passages dans des établissements où tu es juste un fantôme et où on est quand même content de te voir parce que ça veut dire que les élèves vont pas être répartis dans les autres classes. Et en même temps, on s'en fout un peu de ta tête parce qu'on sait qu'on te reverra pas le lendemain. Oui, tu connectes pas de fou avec les gens. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu connectes avec personne parce que tu ne connais pas ton environnement, tu ne connais pas tes collègues, tu ne connais pas tes élèves. Ouais. Donc c'est pas très confortable. Connectes pas. Ouais. C'est pas confortable. Et alors il y en a qui adorent parce que du coup, t'as pas d'engagement et t'es très libre. Il y en a qui font ça par choix. Moi, clairement, c'était juste l'angoisse. Donc ma fille est née. J'étais à ce moment-là à 3/4 temps. Je suis passée à 3/4 temps parce que pragmatiquement parlant, quand tu as un enfant en bas âge, tu n'as pas la même énergie pour aller travailler. Et parce que je le pouvais financièrement. Parce que je vis avec quelqu'un. Et ça devenait de plus en plus intense en termes de... il faut s'échapper de là. C'est-à-dire que c'est les dimanches soirs, je pense... Les dimanches soirs, je dormais pas parce que je travaillais le lendemain. Les veilles de travail, j'étais toujours très stressée, très à cran. Je finissais mes journées sur les rotules. Et puis avec des symptômes dépressifs, quoi. Vraiment, ça m'apporte rien, quoi. Déjà, la grande fatigue. La grande fatigue, rien. Ouais. Donc j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps avant de trouver quelque chose qui m'intéressait. Et quand ma fille est née, j'ai eu toute une année ultra difficile parce qu'elle dormait pas et que j'étais vraiment dans le vif du postpartum, donc la période après la naissance. Et j'ai entendu parler du métier de doula, qui est très peu connu en France. Et qui en fait peut se résumer par accompagnement périnatal et qui en fait est un métier où tu es l'humain qui va éviter la solitude à d'autres humains qui sont en train de vivre des choses en lien avec la périnatalité, mais ça peut aussi être de l'accompagnement de personnes en fin de vie, de l'accompagnement de passage de vie pour les jeunes filles qui arrivent à la puberté, des choses comme ça. Donc j'ai découvert ça, j'en ai un petit peu entendu parler via des podcasts, je me suis renseignée. Et puis il y a eu un moment où j'avais repris le travail, je savais qu'il fallait pas que je reste là-dedans parce que j'allais juste dépérir. J'ai vendu une maison que j'avais achetée à ce moment-là. C'est le Monopoly ta vie, un peu d'argent et du coup je l'ai mis là-dedans. J'ai aussi eu quelques personnes de mon entourage, dont toi d'ailleurs, qui me disaient mais vas-y en fait fais-le. Alors après il y a des gens qui me disaient ça t'irait trop bien et tout, et ça m'aide aussi parce que j'ai un peu un problème de légitimité et de syndrome de l'imposteur où je vais me dire non je vais pas y arriver. Donc plus il y a de gens qui me disaient vas-y fais-le, ça t'irait trop bien, plus je me disais oh allez quand même. Puis moi je trouvais que ça allait de pair, on a tous eu une évolution sur une forme de féminisme ou l'autre, et je trouvais que toi tu avais une forme de féminisme par la maternité dans ce que tu choisissais de poster clairement. Et tout, que moi j'avais pas, et moi là-dessus tu me guidais vachement sur, tu m'emmenais vers des articles sur
justement, le féminisme, ça part aussi du principe de se reconnecter à l'enfant, à soi en tant que femme. Ouais. Et du coup, c'est là aussi que je trouvais que ça t'allait bien dans tout ce que tu construisais autour de ça. En fait, j'ai pas été très féministe, moi, jusqu'à être mère. Enfin, je pense que je l'étais. Je l'étais au fond. Vraiment, parce que j'ai toujours été plutôt indépendante, plutôt... pas rebelle, parce que j'étais pas rebelle, j'étais scolaire, mais mentalement, je voulais pas qu'on m'impose trop de choses, besoin de liberté, des choses comme ça. Tu te sentais vite prise au piège. Moi, j'ai des souvenirs de trucs qui pouvaient être... J'ai tout fait très très vite. Dès qu'il y a un cadre qui est trop serré. Trop serré, ou... Voilà, je me sentais vite à l'étroit. Et le fait de devenir mère, c'est devenu tellement intense que j'ai pas eu le choix, en fait. Ça s'est imposé à moi. Et il y a des choses que moi j'avais mis sous le tapis dans ma vie parce que c'était pour moi et que j'arrivais à le faire, et je voulais pas mettre des choses sous le tapis pour ma fille. Ouais, je comprends. Donc je me suis retrouvée à être féministe au début, peut-être très extrême, parce qu'il faut trouver un équilibre. Ouais. Donc c'est peut-être sorti de manière très intense au début, sur pas mal de choses. Oui, mais c'est logique. Oui, ben voilà. Ça paraît logique. Quand tu retiens quelque chose très longtemps. C'est ça. Puis si ça s'accompagne de lecture et de prise de conscience de certaines choses, tu te dis oh waouh. C'est ça. J'ai lu plein de choses. Je pense que ma fille a 3 ans et demi. Je ne lis que des bouquins en lien avec la maternité depuis 3 ans et demi. Ouais. C'est-à-dire que même si j'essaye d'aller lire autre chose, c'est ça qui t'attire. Là, j'ai besoin d'aller creuser ça. Je suis toujours dans le... C'est vraiment ça que je recherche, quoi. Mais du coup, ça m'amène un peu à l'autre question, mais qui rejoint exactement ce que tu es en train de dire là. C'est que justement, toi, tu dis que tu as beaucoup changé par la maternité. Je pense qu'il y a une expérience assez... Après, je sais pas si c'est pour dire bien ou pas bien. Je pense qu'elle est intense, comme tu disais. Et du coup, est-ce que tu arrives à te rappeler de toi il y a 10 ans et dans ton rapport à toi-même? Je pense que toi, entre autres, la maternité a dû effectivement bouleverser énormément de choses dans le rapport au corps et à la conception du monde, parce que tu as un enfant à gérer et bientôt un autre, du coup. Et est-ce qu'il y a justement des trucs qui sont soit apaisés, soit intensifiés sur cette décennie? Il y a tout, en fait. Il y a tout qui a changé. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais très passive. S'il y a un mot qui me vient à ce moment-là, c'est plutôt passive. Je faisais ce qu'on me disait de faire. J'avais des petits élans comme ça, J'étais quelqu'un d'assez secret. J'ai toujours aimé faire des choses un peu en ermite, toute seule. J'aimais sortir, mais à petite dose. Toujours contrôler un peu mon état, contrôler... Voilà, j'étais dans ma bulle et il fallait que j'y reste parce que c'était mon espace sécure, en fait, tout simplement. Et il y a plusieurs expériences qui ont mené à ce qu'aujourd'hui je sois différente. Il y a eu mon départ en Erasmus, ça a été un point de départ assez intense. Ok. Et après, comme j'ai pas réussi à aller de moi-même vers ce qui m'attirait, à comprendre tout de suite ce qui m'attirait, ça a été des expériences négatives, moi, qui m'ont poussée vers moi-même. D'accord. Je sais pas comment, si c'est très bien formulé, mais... Si, moi je l'entends bien. En tout c'est vraiment les pires expériences de ma vie qui m'ont fait ressortir, qui m'ont le plus connectée à moi-même. Mais moi je pense que c'est ça. L'autre jour, on en parlait avec une copine qui a aussi fait une dépression comme moi. Et je disais, je pense que sans ces dépressions-là, on ne serait pas allé chercher ça de nous-mêmes. La dépression, ça dit quelque chose de toi. C'est qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cet état. Et du coup, c'est pas une expérience agréable à vivre sur le moment. C'est même carrément dégueulasse, faut le dire. Par contre, ça t'oblige à aller fouiner là où t'es jamais allé fouiner. En fait, c'est que ça te... C'est un peu encore l'image de je mets tout sous le tapis ou au fond du puits, où tu peux voir ça un peu comme tu veux. Mais t'as une expression qui dit mettre son problème dans sa poche et le mouchoir dessus, en fait. C'est ce qu'on disait autrefois. C'est t'en fais pas un cas et tu l'étouffes, sauf que sur le long terme... Quand t'es habitué à faire ça, je pense, depuis toujours... Ouais, mais ça explique certaines crises chez les gens. C'est-à-dire que des gens qui vrillent... Tu comprends, je trouve que là, en 10 ans, moi j'ai compris que du coup, tout avait du sens. Que si toi, tu vas pas creuser, ou si tu vas pas chercher à t'aligner avec toi-même, j'ai appris un mot en formation de doula, c'est la congruence. Je sais pas si ça dit quelque chose. Juliette, que tu connais très bien, qui fait des études de psy, me harcèle avec ce terme.
Et du coup, j'ai appris que pour être congruent, il faut se connecter à soi-même. Alors, est-ce que tu peux définir congruence, du coup ? Congruent, c'est quand tu alignes tes pensées, tes actes et tes paroles. Mais moi, c'est ce que je vois de la respectabilité. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui parlent d'être respectable. Pour moi, justement, être congruent, c'est être respectable. D'être aligné au plus entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il y a des gens qu'on va trouver très cons, mais qui sont très congruents. Exactement. Ils sont en accord avec eux-mêmes. Et, plein d'hommes politiques. Voilà, et je pense que en fait, tu arrives à beaucoup de choses quand tu es congruent. Oui. Tu... t'es pas en lutte avec tes valeurs, en tout cas. T'es pas en lutte et t'es beaucoup plus convaincant et tu te sens beaucoup mieux. Et cette congruence-là, je trouve qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir parce qu'on a évolué, je trouve, nous, enfants des années 90, dans un schéma très normatif, comme je disais tout à l'heure. Et on pouvait s'épanouir, mais il fallait pas être trop loin quand même du cadre. Mais tu m'as dit un truc qui m'avait marqué, qui disait plus ou moins, c'est un soir tu partais de chez moi et tu m'as dit on est une génération qui a tout eu, donc c'est plus difficile de sortir de la zone de confort pour aller faire ce qu'on aime. Ouais, parce que ça déstabilise. Ouais. C'est comme un épisode dépressif ou une rupture amoureuse, où ça déstabilise, et je pense que plus tu es habitué au confort, pas forcément le confort matériel, le confort émotionnel, le confort affectif, voilà, moins tu veux en sortir. Moins tu fais le sacrifice. C'est ça. Pourtant, on a manqué de rien. Mais justement, il y a des générations qui ont plus osé. Le jour, je lisais un bouquin sur Patti Smith qui raconte comment elle s'est lancée dans la musique. Mais elle venait d'une famille ultra, ultra pauvre où elle avait connu le vrai inconfort dans l'enfance, en fait. Je sais pas si ça lui a pas ôté une peur, puisque de toute façon, elle était déjà arrivée. Elle savait ce que c'était d'être... de dormir dans le froid, de ne pas avoir effectivement de confort émotionnel, parce que je pense que les parents étaient à cette époque-là du coup, tu occupés par le travail. Tu sais que tu vas potentiellement pas en mourir. Voilà, c'est ça. C'est que notre zone de confort, elle est un peu plus élevée que ça, quoi. On n'a pas eu puis ça. les drames de nos petits drames personnels des années 90 sont pas les mêmes que dans d'autres régions ou à d'autres époques. Ouais. Et on a pu avoir on a pu entendre, alors je vais pas dire nos parents parce que je pense pas que toute la faute soit sur eux. Non. Mais on a pu avoir l'impression que manquer d'un goûter parce qu'on avait oublié d'en racheter, c'était dramatique. Oui. Alors qu'en fait, non. Oui, ça fait que ton curseur du drame, il est un peu... Voilà, notre perception et notre jauge de confort, elle est très très biaisée en fait. Ouais. Je sais même plus comment j'en suis arrivée. Non, mais je sais plus, j'arrive pas à remonter le fil. Mais... Donc en tout cas, et si je voulais savoir justement sur le fait d'être... Est-ce que dans le fait d'être mère, ça a changé le rapport à la communication qui m'a l'air très problématique pour... Est-ce que tu communiques plus clairement que tu ne communiquais il y a 10 ans, par exemple ? Même au sein de ton couple ou des choses comme ça. Alors déjà, je communique. Il y a 10 ans, je communiquais pas. Bon, ben voilà, déjà, ça fait un bon changement. Voilà, déjà. Après, c'est plutôt les thérapies qui m'ont aidé à apprendre un peu à communiquer. Mais en même temps, tu as raison quand même sur le fait de vivre une expérience aussi violente alors, je reprends encore soit une rupture amoureuse ou une dépression ou une dépression postpartum, donc après la naissance d'un enfant. Et bah du coup, ça t'enlève des filtres. Donc la communication, elle devient plus fluide. Et tu vois que t'en es pas mort, même si t'as été franc ou un peu sec ou des choses comme ça. Donc tu prends aussi confiance en toi. Et les thérapies, clairement, le fait de parler, le fait de... Tu prends confiance en toi. Et après, on mûrit aussi. Parce que... c'est un petit point scientifique, mais on n'a pas de cerveau mature avant 25 ans. D'accord, tu vois, je savais pas. Le cerveau, il se construit, c'est un organe qui a mis 25 ans à être mûr. On considère qu'il est mûr ça explique à 25 bien ans. Des choses, en fait. Voilà. Donc des réactions à 20 ans où on va se dire oh là là, mais lui ou elle, c'est vraiment une tâche parce qu'il fait ça. En fait, il ne faut pas oublier que voilà, le cerveau, c'est vraiment... De toute façon, on communiquait très mal. Je buvais un verre avec un copain que j'ai connu à 20 ans et on disait, mais c'était un enfer dans la communication. On pouvait être super violent, et même à 20 ans, parce que moi, j'étais déjà étudiante, et on était super agressif et violent. Alors, c'est très différent d'une colère où des fois tu t'énerves et tu es un peu brusque. Là, c'était vraiment, en général, que ce soit dans la vanne ou dans la façon d'échanger, l'intonation était pas du tout cool, comparée à maintenant. Moi, toujours aujourd'hui, parfois. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon vécu, j'ai encore des problèmes de communication. J'arrive pas forcément toujours
à dire ce que je pense, à le dire de manière personnelle et pas en attaquant quelqu'un. Ok. Et je trouve ça dur. Et pour le coup, je trouve que même les générations d'avant nous sont en difficulté avec ça. La communication, c'est On est très mal élevé à ça. Enfin, on n'est pas très bien éduqué à la communication. ouais, vraiment. T'as la vraiment CNV, je sais que je connais des gens qui ont recours à ça, la communication. Ouais, mais même la Non, CNV, c'est pas CNV, si, c'est ça. CNV, Ouais. communication non violente, mais Oui. moi, on m'en a parlé pour la première fois à la CNV il y a une dizaine d'années. Et je maîtrise pas à fond. Non, mais ce qui serait bien, maîtrise. c'est peut-être faire des interventions chez des gens un peu plus jeunes pour expliquer aussi que tu peux pleinement t'exprimer sans... Parce qu'il y a en plus, si tu t'exprimes en agressant quelqu'un, et ce qui est des fois légitime, hein, et ben, le problème, c'est que la réaction de la personne en face, ça va pas être ce que tu veux, parce qu'en fait, elle va se sentir agressée, du coup, et t'es sûr que là, ça peut monter dans les tours, quoi. On fait ça dans les écoles. Enfin, en tout cas, moi, je sais que dans l'école où je travaille actuellement, je fais ça, et je sais que le métier de doula, c'est aussi rempli de ça. Ah ben oui. Et ça mérite vraiment d'être creusé, cette histoire de CNV, parce que ça gonfle beaucoup de gens qui vont se dire « Oh là là, tu m'emmerdes avec tes tournures de phrases toutes belles et tout », mais en fait, ça change la vie, vraiment. Et il ne faut pas que ça tourne en passif-agressif, c'est-à-dire que ça va aussi de pair avec... Passif-agressif, c'est pas de la CNV. Ben non, mais il y a des gens qui font des stages de CNV et qui vont changer les tournures de phrases, mais pas à l'intention agressive. Ouais. Donc du coup, tu as une tournure de phrase qui est très cool. Pas de la CNV. Donc c'est pas de la CNV, c'est-à-dire que c'est tout l'autour, parce que c'est là que tu changes que la forme. Après, ce qui est dur, c'est qu'on est matraqué de communication qui n'est pas du tout CNV. Ah bah rien que sur les Donc, réseaux. les réseaux, les pubs, la façon de s'adresser aux gens, tous les médias, enfin quasiment tous les médias, les générations un peu plus âgées que nous aussi. Pourtant, les précurseurs de la CNV, ils sont soit décédés, soit ils ont la soixantaine. Mais c'est minoritaire, quoi. Mais oui, mais de toute façon, on veut pas n'est dire pas que c'est pas éduqué à une bonne efficace, communication. On n'est pas éduqué beaucoup à communiquer. Pas du tout. En tout cas, par exemple, moi, au sein de ma famille, c'était beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, mettre sous le tapis. Et à côté de ça, quand ça communiquait, de toute façon, c'était agressif. Oui, et puis c'était sous forme de reproches ou de piques. On est très... On n'est pas sur un pied d'égalité là-dessus, de toute façon. On est dans le triangle de Cartman. Oui, c'est ça, exactement. Mais tout dans notre société occidentale est vraiment là-dedans. Ouais. Si j'arrive pas dans ma vie, si je suis pas heureuse, c'est la faute de mon boulot, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de mon enfance, c'est la faute de blablabla. Puis à un moment, si tu arrives à te sortir de là, bon, bah, tu te dis, ok, j'ai vécu ça, j'ai fait ce choix-là, ok, c'était pourri, mais bon, c'est quand même moi qui l'ai fait. Et c'est pas en me complaisant là-dedans que je vais en sortir. Ah bah puis le rôle de victime, je pense qu'il est agréable pour plein de gens. Il y en a qui y restent toute leur vie. Et moi, je sais qu'à un moment, je sortais du truc de victime. J'ai l'impression d'avoir repris un peu le dessus sur des trucs comme ça. Mais alors, du coup, je voulais... parce que c'est un peu ça, on n'en a pas en parlé, c'est sauveur, bourreau, victime. Ouais, c'est ça. Et moi, d'un coup, je pensais que j'allais sauver tout le monde. En voyant enfin... Mais du coup, c'était pas mon rôle non plus. Tu peux être dans les trois postures simultanément, avec des gens différents. Oui. Et c'est agréable pour personne. Et en même temps, on connaît que ça. Donc, parce qu'on a certainement vu nos proches tourner dans ce même triangle. On a vu nos proches tourner là-dessus, et puis je ne saurais pas dire vraiment à quand ça remonte ces histoires-là, mais je sais pas, c'est peut-être la communication humaine qui est juste trop compliquée. C'est notre cerveau qui est un outil fabuleux, mais qui en même temps, du coup, nous met dans des espèces de labyrinthes terribles, quoi. Ouais, carrément. Donc, non, c'est très très dur de sortir de là. Mais tu vois quand même chez toi, du coup, pour revenir à la question initiale avant qu'on passe à la suivante, oui, du coup... Non, mais attends, il y a un peu de temps. Mais du coup, tu vois quand même une évolution positive entre celle que tu dis, je communiquais pas, là, ça va mieux, même si t'as pas atteint... voilà, et je voulais savoir dans une question un peu plus terre-à-terre, est-ce que la grossesse, je sais pas du tout, est-ce que ça change un rapport au corps ? À la fois dans ce que c'est capable de produire, parce que c'est quand même pas banal. Enfin, c'est pas banal, si ça l'est, mais à vivre, j'imagine que ça l'est pas. Ça change beaucoup de choses. Alors moi, j'ai un rapport au corps, c'est un peu comme ma scolarité. Ça a jamais été compliqué, et en même temps, je me suis jamais épanouie dedans. Ok. C'est-à-dire que quand je dis ça n'a jamais été compliqué, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé. Dans le pire des cas, j'ai mal au dos, quoi. Ok.
J'ai mal au dos, mais j'ai pas... Je gère mon corps ne m'a jamais fait défaut. J'ai toujours pu faire du sport, j'ai toujours pu... T'es pas entravée Pas du tout, Okay. Pas du tout. J'ai toujours fait partie des gens qui mangent beaucoup et qui prennent pas forcément de poids. Cette espèce de facilité un peu là où tu sais pas trop s'il faut que tu en culpabilises ou pas. Non, ça sert à rien voilà, de toute façon. C'est physiologique, c'est comme ça. Donc, mais j'avais un rapport au corps parce que aussi dans ma famille, le corps était très valorisé. Il fallait avoir un beau corps, il fallait être dans la norme du physique. Donc pas trop gros, pas trop maigre, pas trop grand, pas trop petit. Tout ce qu'on adore, voilà. Et qui est pas forcément atteignable en plus. Qui est très... voilà, et puis surtout, c'est pas ce qui rend heureux à la fin. Non. Donc non, j'avais un rapport au corps, encore une fois, passif. Bon, Okay. voilà, mon c'était corps comme est là, c'était, ouais. Mais... Et aujourd'hui Et après, alors ma première grossesse a été très compliquée parce que je le vivais très très mal. Enfin, le fait de prendre du ventre, alors c'était pas le fait de prendre du poids, c'est le fait de pas être toute seule dans mon corps qui me gênait et d'avoir des désagréments sur lesquels j'avais aucun pouvoir. Moi qui ai toujours eu le contrôle à peu près sur tout, là j'avais aucun pouvoir sur cette gêne, sur le fait de pas pouvoir dormir comme tu veux, marcher, faire du sport comme tu veux. Parce que de fait, même si on dit je vais garder la même vie, je vais faire ce que je veux, c'est pas toujours possible. Et il faut l'accepter. Et du coup, j'étais limitée et je le vivais très mal. Et du coup, j'étais pas en lien avec mon corps. Je déconnectais ma tête et mon corps. Et c'est pas du tout ce qui va aider de toute façon. Là, la deuxième grossesse, c'est très différent. Je m'en saisis beaucoup plus. Et du coup, comme je suis actrice, je le vis moins mal. Mais par contre, la grossesse, elle te connecte à ton corps. Ouais. Est-ce que tu vois plus la différence entre avoir été en coloc avec ton premier enfant et là, plus d'être la matrice et du coup, de plus vivre ça en harmonie, ou est-ce que tu le vis aussi Non, là, c'est beaucoup plus harmonieux. Après, là, je suis à 7 mois de grossesse et du coup, on arrive à des périodes où c'est pas confortable. Ouais. Parce qu'on a plus de prise de poids, on a plus de mal à se mouvoir. Comme les fois, t'arrives pas à te lever du canapé. Voilà, ou même à manger, enfin des trucs vraiment de base, mais des besoins naturels, manger, aller aux toilettes, des choses comme ça complique un peu tout. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais je gère beaucoup mieux cette frustration-là. Parce que ça fait sens. Et que la grossesse, tu apprends aussi à relativiser... les petites douleurs et à mettre du sens aussi derrière l'idée de douleur. Parce qu'on est souvent, encore une fois, par exemple à 20 ans, j'avais une migraine, je prenais un cacheton. Si 4 heures après c'était pas passé, je prenais un deuxième cacheton. Ouais. Et aucun problème. Ouais. Plutôt que de me dire, j'ai mal à la tête, ok, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je suis déshydratée, peut-être que... Et ça t'oblige à aller chercher le besoin qui n'est pas comblé en fait. C'est ça, la douleur c'est un message. Après je trouve ça bien au sens où on est par la profusion de médicaments à disposition, après ça règle pas tout, mais regarde même pour la dépression aujourd'hui on a des choses qui fonctionnent très bien. Faut quand même avoir l'honnêteté d'aller quand même fouiner, savoir pourquoi c'est arrivé, donc d'aller chercher le besoin qui n'est pas comblé, que ce soit psychologique ou physique. Puis moi je suis un peu... Là, ça t'oblige à... un peu psycho là-dessus, les médicaments, non, mais si tu peux éviter... Si je peux éviter, j'évite, quoi. Et du coup, encore plus pendant la grossesse. Mais ça m'a... Dans ma tête, ça t'apprend aussi à avoir une autre relation avec ton corps et avec ta douleur. Et... Là, c'est pas plus mal. C'est pendant la grossesse, c'est quand tu accouches, après avoir été enceinte, a priori. Oui, il semblerait que ça se termine comme ça, effectivement. Voilà. Ça vient te mettre une énorme claque et un énorme face-à-face avec ta douleur et avec notre côté animal, parce qu'on est des animaux. Et ça, je pense qu'on a oublié. On est des animaux, ni plus ni moins. On a un cerveau, mais on est des animaux. Et du coup, ça reconnecte, vraiment. Je trouve que la grossesse, moi, ça m'a reconnectée. Je ne l'ai pas vécu comme... Oui, mais c'est un discours dont tu parles souvent, effectivement, et moi, auquel j'avais jamais pensé. Après, moi, j'envisage moins de vivre une maternité. Après, j'en sais rien, mais par contre, je suis contente d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés au cas où ça arrive. Après, oui, mon vécu, il n'est pas universel. Hein. C'est vraiment... Non, mais par contre, je trouve ça... Mais je pense que tu devais avoir une sensibilité qui faisait que tu avais ça en toi. Et je voudrais juste avancer brièvement sur la prochaine question. Alors, on fera plus court qu'avec les autres, parce que c'est
plus anxiogène. Enfin, je veux pas tomber dans un discours anxiogène. T'es devenue mère. À côté, t'as une grande conscience écologique. Ouais. Et t'as une grande conscience du monde qui nous entoure actuellement, que ce soit écologique en termes de conflits ou bref, d'une petite limite du capitalisme actuellement. Et je voulais savoir, toi, comment ça t'impactait et justement, comment ça se gère d'avoir des enfants dans un monde... alors après, je pense que chaque génération a dû trouver que son monde était compliqué. Après, la notion écologique, elle est quand même très récente. Oui, là, quand même. Et comment, justement, toi, t'abordes ça en étant mère et donc en ayant des enfants actuellement en cette période Alors moi, c'est très ambivalent. Enfin, vraiment, bon, après, la parentalité, c'est très ambivalent de toute façon. Mais sur la question de l'écologie, j'ai toujours eu une part de culpabilité pour plusieurs raisons. Déjà, pour le fait de faire naître un enfant dans un monde qui n'est pas parfait, qui est loin d'être parfait et qui est parfois aussi loin d'aller en s'arrangeant. Donc je culpabilisais d'imposer ça à des enfants. Et je culpabilisais aussi de faire naître un humain de plus sur la Terre. Parce que j'aime les gens, mais je suis convaincue qu'on est quand même une espèce assez maso et autodestructrice. Et voilà, je pense qu'il y a un truc qui est au-delà de notre conscience, au-delà de tout, mais je pense que on n'est pas forcément là pour faire du bien à la Terre. Mais ça, c'est encore une fois très lié au cerveau, parce qu'on a un cerveau de plaisir, et du coup, le plaisir, parfois, vient effacer tout le reste. Oui, c'est ça, on serait égoïste là-dedans. Ouais, le respect du vivant passe après le plaisir chez l'humain, je pense vraiment. Mais tu crois que c'est inné ou ça s'est construit au fil du temps ? Je pense que c'est inné parce que ça dépend de certaines glandes de notre cerveau. D'accord. On a dans le cerveau des glandes, enfin des systèmes hormonaux qui ont besoin d'être satisfaits au niveau plaisir. Ok. Et pour ça, on est prêt, espèce humaine, à écraser beaucoup de choses. Okay. Même le vivant. Oui, le constat est voilà, là. Après, on le voit. Mais le truc, c'est qu'en même temps, c'est un discours très négatif parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui du coup, vraiment alignent leurs actes, leurs pensées, leurs gestes. Du coup, les paroles, je sais plus. Bon, bref, ils sont congruents. et du coup, qui sont dans le respect du vivant, tout en vivant leur famille. Voilà, ça existe. Mais je pense qu'on est très minoritaire. Donc j'ai quand même une part de culpabilité par rapport à ça. Après, j'ai fait le choix d'avoir un enfant. J'ai fait le choix d'en avoir un deuxième. Parce que... alors du coup, ça vient pas forcément satisfaire cette notion de plaisir, parce que c'est pas toujours facile et rigolo. Mais je pense que quand même, globalement, on a besoin de liens. Et ça, c'est pareil. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez inné, le besoin de liens, pas le besoin d'avoir des enfants. Et que certains satisfont ce besoin de lien dans le fait d'avoir des enfants. Et moi, du coup, je vais avoir 2 filles. Et je me dis, peut-être qu'en transmettant ces valeurs-là, je peux faire une génération plus éveillée. Faire mon petit acte colibriesque, en essayant d'équilibrer la balance dans l'autre sens, en fait. En essayant de... Je pense qu'on peut vraiment être humain et respectueux. Le souci, c'est qu'on est clairement trop nombreux. Et ça, c'est une réalité. Et voilà, je ne veux pas le nier. Pas du tout. Puis en plus, il y a une grande partie qui consomme beaucoup. On est nombreux, on consomme très mal, on consomme sans respect. Enfin, c'est une réalité, quoi, vraiment. Par contre, je trouve ça cool que tu dises « on », parce que souvent les gens ont tendance à dire « les autres ». Non, moi je sais, enfin, même moi, pourtant j'ai quand même vachement avancé et j'arrive à revenir beaucoup plus dans des choses humbles et à en trouver du plaisir. Parce que c'est ça, en fait, le cœur du problème. C'est qu'il faut réussir à remettre notre jauge de plaisir et de confort dans le moindre. Dans une limite de respect de l'environnement. Et c'est ça le plus dur. C'est qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont profondément malheureux s'ils ne se gavent pas d'objets, de bouffe,
de consommation. Moi, je dirais, voilà. pour ta phrase, je pense qu'elle est bonne. Moi, je dirais, ils sont malheureux, donc alors, du coup, ils se gavent de consommation et tout. Je pense qu'il y a un truc que tu trouves pas en toi. Bah, c'est qu'il y a une dépendance. Bien sûr. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je vais pas bien et j'achète des... Alors après, moi, j'achète de seconde main, mais j'achète beaucoup plus. Ah, mais moi, Vinted, c'est un délire. Quand Moi, je je coupe la m'ennuie, pub. Oui. quand je Tu m'ennuie ou quand ça scrolles va et- pas, ouais. je vais sur Vinted, j'achète des trucs. Quand t'achètes quelque chose, tu te sens puissant. Mais en plus, c'est que ça te fait un... Je savais pas, ça te fait un shoot, il me semble, de dopamine ou Mais d'endorphine. c'est En ça, fait, les c'est... histoires d'hormones de plaisir. C'est ça. Mais le problème, c'est que c'est très court. Donc, C'est tu très court. cherches Ouais. toujours. Et les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui existe C'est ça. aujourd'hui est complètement basé là-dessus. Et sur le fait c'est sur le système récompense, jeu et récompense. C'est ça. Donc C'est inarrêtable. Tu scrolles parce que tu dis au prochain scroll, je peux avoir un shot de quelque chose C'est ça. qui va me faire plaisir. Moi, ça me fait ça avec les infos. J'ai soif d'infos. D'ailleurs, j'enregistre des trucs que j'ai pas temps de lire et après, je me prends des temps où je les regarde. Et en fait, la plupart des infos vont m'échapper après. Mais j'ai l'impression que je peux pas passer à côté d'une info. Mais je pense qu'on est vraiment malade là-dessus. Enfin, Ça me rend pas très heureux. On est malade, on est engoncé dans un truc qui nous perd déjà. Ouais. On va pas dire qu'il nous perdra parce que c'est même pas du futur, qui nous perd tout court. Et moi, ce que je voudrais montrer à mes enfants, c'est qu'on peut vivre autrement. Et c'est un défi monstrueux parce que comme il y a toute une histoire de cerveau et d'hormones, bah, ça se fait pas tout seul. Et on n'est pas aidé. On n'est pas aidé ni par l'école, on n'est pas aidé par le système, on n'est pas aidé. T'as beau essayer de faire grandir tes enfants dans un truc plus simple et respectueux, bah il y a tellement de possibilités dans notre monde, surtout nous en Occident. C'est très dur de les laisser hermétiques à ça. Ils peuvent pas être hermétiques à ça. Ah non. Donc il n'y a que le fait de les éduquer à prendre de la distance qui peut apporter quelque chose. Et à se protéger émotionnellement. Voilà. Ouais. Mais il y a des jours où je me dis, mon Dieu, Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce fait qu'elles vont vivre Ouais. Qu'est-ce qu'elles vont vivre quoi. Elles s'adapteront, je pense. Elles s'adapteront. On a été beaucoup d'humains à s'adapter. Mais je pense que quand tu as un enfant, bah, tu as du mal à faire le deuil aussi du fait de ne pas pouvoir les protéger de tout. Et Ouais, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. tu, Cette envie de... tu Ouais, voilà. voudrais en fait. Mais c'est... Oui, mais c'est pas Après, possible. nous, on de n'a toute pas façon. été protégés de tout et au Non. final, on a survécu. Non, complètement. Donc c'est très ambivalent. D'accord. Voilà, il y a... C'est ambivalent. C'est vraiment le mot. Bah oui, mais un peu comme tout. Et Voilà. du coup, pour terminer, je voulais savoir, on en a parlé tout à l'heure, de toutes ces expériences, maternité, changement professionnel, voyage, amour, rupture, état dépressif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui te permet, une idée, une phrase, n'importe, d'avancer plus sereinement ou prendre du recul, ou vraiment une leçon qui t'aurait marqué, quelque chose que tu as mis en place un jour et que tu gardes comme un truc régulier? Moi, je pense que tout a un sens. Ok. Il y a des personnes qui vont penser que rien n'est lié, que tout est hasard et que les choses arrivent et il faut les gérer comme telles. Et moi, je suis pas trop là-dedans. Je pense vraiment que tout a un sens et qu'il y a des choses un petit peu supérieures qui nous échappent et que toutes les expériences sont là pour t'apprendre quelque chose sur toi ou sur le monde ou sur toutes tes leçons. Alors, tu vois, c'est vraiment une Mais faut phrase de savoir prof, non, mais faut savoir par contre, faut savoir la voir la leçon. mais il faut savoir la voir, l'entendre, l'interpréter et c'est là qu'on est très différents là-dessus parce que chacun va interpréter ces choses-là différemment. Tu parlais du statut de victime tout à l'heure. Imagine que tu es dans le statut de victime, tu peux aussi croire qu'il y a un acharnement de la vie Oui. à te faire souffrir. Bon, ça m'est arrivé de le penser. Oui, bah tout le monde, Voilà. je pense. Mais je pense vraiment que tout a un sens et que les expériences les plus difficiles... Alors, on n'est pas obligé de se complaire dans la douleur. Hein, c'est pas une obligation. Mais les expériences difficiles nous aident à aller faire le tri dans ce qu'on veut pas. Voilà. Donc ce serait vraiment tout a un sens parce que il n'y a pas une expérience qui m'a... Ah si, il a la maternité, mais il y a plein de petites expériences aussi en dehors de la maternité qui m'ont appris des choses.
Ouais. Mais après coup, tout ce que je me dis à chaque fois, tout le temps, quand je regarde en arrière, c'est que si ça n'était pas arrivé, Tu serais pas arrivé là. Et voilà. voilà, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça, Ouais. ça. Et même pour les choses que je regrette, je me dis, oh, en fait, il fallait que je passe par là, parce que si j'y étais pas allée à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais encore à tester ce genre de choses. C'est pour ça que la notion Voilà. d'échec, elle est un peu biaisée, parce que c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a Oui, pas et d'échec. puis la notion d'échec, ça dépend vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui. C'est ça. Vis-à-vis de soi, hein, déjà, souvent. Oui, voilà. On se fait une idée de ce qu'on doit réussir. Et alors que plein d'échecs peuvent t'amener là où tu voulais Ouais. aller, c'est juste que tu pensais que ça serait un peu tout droit et que tu ça t'es un l'est peu... pas. Et c'est pas grave. Parce que je pense que sur le coup, effectivement, quand tu dis avec le recul, tu as Non. appris plein de trucs que tu n'aurais peut-être pas appris si ça avait été fait très facilement. Ça a l'air très facile à dire comme ça, hein, parce que quand on est dans le dur et Quand t'es dans le dur, c'est horrible. D'ailleurs, c'est ça, quand t'as des vrais potes, ils viennent pas te dire ça dans les moments où tu traverses. Voilà, Ils te le disent un peu plus tard. Ouais, tu peux dire ça là dans un échange où on est bien, Ouais. c'est bon, c'est le matin, il fait beau, C'est vrai. c'est cool quoi. Mais il y a des moments. Il y a des moments où non, tu l'entends fais pas du tout. Moi, les moments où je vais pas bien, c'est des trucs que j'entends pas et que j'ai pas envie qu'on me dise, parce qu'au fond, je le sais, mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre C'est sur ça. le moment. J'ai plus envie C'est d'un ça. moment de réconfort, tu vois. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Donc tout a un sens, même les expériences Même les trucs difficiles bizarres, tu sais pas. Ouais, de séparation, de perte Mm. de quelqu'un, de. Voilà, tout Complètement. a un sens. Bon, c'est une Voilà. très bonne chose à garder en tête. Merci beaucoup de m'avoir accordé, voilà. Et puis, j'allais dire, tu vas aller à l'école maintenant, ça y est. Je vais aller à l'école chercher ma fille qui a fait sa première rentrée ce matin. Voilà. Ça, c'est une expérience aussi. Qui est Tu moins connais stressée que ça. sa mère. Non, ça va. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Merci. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.